Bonjour Michel de Pixapleacher. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont j'ai réalisé un reportage au Sri Lanka et en Thaïlande sur le saphir. A tout de suite. À l'époque de l'agence Odyssée, on était 8 photographes et on s'était entouré de journalistes très performants qui nous proposaient des sujets, qui s'organisaient de faire la logistique, on faisait un synopsis avec eux et puis on allait proposer ça au magazine. Emmanuel Transon, avec qui j'ai travaillé beaucoup, avec qui j'ai fait la police scientifique, ce qui m'a permis d'avoir un WordPress, m'avait proposé un jour de faire la saga du saphir. Il avait tous les contacts, que ce soit dans les pays producteurs, si on peut dire, comme le Sri Lanka et la Thaïlande, mais aussi de tous les négociants jusqu'à la place Vendôme où il connaissait, il avait tout un réseau, il s'était organisé avec tout un réseau. Donc on a proposé ça à plusieurs magazines et puis on a eu les garanties, on est parti là-bas au Sri Lanka. Arrivé là-bas, comme toujours, il y avait un guide qui nous attendait, avec sa voiture. Bon, on était tombé sur un gars formidable, un jeune mec qui était toujours en costard cravate, même quand il faisait une chaleur insupportable et humide là-bas à Colombo. Mais il était toujours nickel, hein, il avait son costard cravate, les super pompes et tout, voilà. Et il parlait parfaitement anglais, il était très débrouillard. Donc il nous a amenés chez les gars qui faisaient la recherche du saphir. Alors l'État du Sri Lanka proposait à des personnes des concessions qui leur permettaient de chercher soit dans le lit des rivières, soit de creuser dans des endroits des pierres précieuses et notamment du saphir. Il y avait aussi des grenats et d'autres pierres semi-précieuses, mais c'est surtout les saphirs qu'ils cherchaient. Donc on a commencé, on est allé faire des photos comme celles que vous voyez où ils raclaient le fond de la rivière pour essayer de trouver des pierres. C'est pas là que les plus beaux saphirs étaient découverts, mais c'était surtout là où ils creusaient sur plus de 20 mètres de profondeur, des espèces comme ça de trous étayés de chaque côté en forme de carré qui descendaient sous 20 mètres de profondeur, et arrivés en bas, ils creusaient à l'horizontale des galeries qui faisaient à peu près, disons, 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 50 de diamètre, et qui s'enfonçaient comme ça dans la terre à l'horizontale, sur 20 ou 30 mètres de long, et c'est là qu'ils ramassaient la terre, et qu'ils remontaient après pour essayer de voir ce qu'ils trouvaient. Donc là, on arrive là, je vois donc cette espèce de trou, là, comme ça, avec les gars qui étaient en bas, c'est la photo que vous voyez là, et le journaliste, il me dit, écoute, on va descendre, on va faire les photos, ça va être extra et tout. Et alors, moi, je ne leur avais pas dit, mais j'avais un problème énorme, c'est que j'avais la phobie des tunnels. Même que lorsque je partais dans le midi pour aller chez moi, je évitais toujours Lyon parce qu'il y avait le tunnel du Fourrière à l'époque. Et moi, pour moi, rentrer dans un tunnel, si je ne voyais pas le bout de la sortie, pour moi, c'était impossible. J'étais complètement tétanisé. Et ça allait, même les petits tunnels, même le moindre truc, pour moi c'était l'horreur, je commençais à avoir des sueurs froides, en fait c'était terrible. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit non, là je vais pas y aller, là c'est pas possible, c'est pas possible. Donc j'ai essayé d'argumenter avec le journaliste en lui disant mais non, ça sert à rien, on va arriver en bas, il n'y aura pas de lumière, ça sert à quoi, ça va être de la bouillasse, de toute façon c'est nul et tout ça. Ça discute et puis lui il se dit mais si Michel, il faut vraiment que quand même, c'est vraiment super, il faut y aller, il faut y aller. Et puis tout en discutant, je vois le chauffeur, là, notre guide, qui commence à se déshabiller, il enlève sa cravate, son costard, sa chemise, son pantalon, ses souliers, et il se met en slip et il descend. Et il dit, il faut y aller. Donc le journaliste Emmanuel, quand il voit ça, il me dit, attends Michel, là... Donc il fait pareil, il descend. Et moi je me retrouve tout seul là-haut, là, et je tétanisé. Et je me suis dit, il me dit, tu sais, si on ne descend pas, c'est foutu, on ne pourra plus rien faire après, ils ne vont plus rien nous montrer. Quand on va arriver à Bangkok, ça va se savoir, tu vas être grillé partout, tu ne travailleras plus pour Géo, ni pour... Ça va être la catastrophe pour toi, tu es foutu. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon tant pis, je vais mourir, bon, je vais y aller. Donc j'ai fait comme eux, j'ai posé mon sac photo dans la voiture et j'ai pris juste un boîtier avec un grand angle, je crois que c'était un 17 mm, ou 18, 17 je crois.
Et je l'ai enveloppé dans un sac plastique qui nous servait de transporter la bouffe, parce que je me suis dit, avec la flotte et tout, l'humidité, la boue, ça va être la catastrophe. Et je suis descendu. Arrivé en bas, j'ai vu l'entrée là du tube, là, du tunnel, là, qui n'était pas du tout étayé, hein, c'était juste, ils faisaient des trous et puis ils avançaient. Le gars part devant moi, on se met, là on ne pouvait même pas être à quatre pattes, hein, il fallait être allongé, et j'avançais comme ça, là, avec mon appareil, tout dans le sac plastique. Sur les côtés, il y avait les bougies qui servaient à éclairer le tunnel, mais aussi à éviter de voir s'il y avait toujours de l'oxygène, hein, pour pas qu'on y passe, et on avance. Et là, d'un coup, bizarrement, le fait d'avoir l'œil sur le viseur, j'étais plus dans la réalité, j'avais plus peur, toute la peur a disparu, toute l'angoisse a disparu, et j'étais dans un autre monde, j'étais dans un monde où je faisais mes photos, là c'était extraordinaire, j'étais très 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 bien. Donc j'avançais avec lui. Arrivé au bout, il y a une espèce de, comme un rond comme ça, où il creusait et qui leur permettait de tourner, de repartir dans l'autre sens. Il commence à creuser, et puis il ramasse un peu des trucs, puis à un moment il voit une espèce de pierre là comme ça, et puis il me montre, il avait l'air vachement content. Donc je lui dis de ne pas bouger, je fais la photo, parce qu'évidemment il n'y avait pas de lumière, j'étais en Kodachrome 200, à l'époque c'était pas le numérique. Donc je pose mon appareil comme ça, je bloque et puis je respire pas, et puis tac, je fais plusieurs photos, il y en a eu une seule qui a été bonne, c'est celle que vous voyez là. Et, on remonte, on se glisse tout en reculant, parce qu'évidemment moi je pouvais pas tourner, donc il fallait que je... Et je sors de là, et tout le monde vachement content, je les entendais, bon ils parlaient pas en anglais, hein, et ils avaient l'air complètement... Et puis ils me prenaient dans les bras en me disant, le guide il dit tu sais, ils disent que c'est Dieu est avec toi, c'est Dieu qui leur a permis grâce à toi de trouver un saphir, ils avaient trouvé un saphir. Donc c'était vraiment extraordinaire. Et alors moi, du coup, je me suis senti tellement différent, tellement... D'abord j'étais content pour eux, mais aussi je pensais avoir fait une plaque, comme on dit, une photo super. Et du coup, après, quand ils ont vu qu'on était prêt à se mouiller, c'est le cas de le dire, hein, tout est arrivé facilement, ils nous ont tout montré. On est même allé dans la banque à Colombo, où ils gardaient le fameux saphir étoilé, qui s'appelle le roi de Sri Lanka, ou je sais pas quoi, voilà. Et c'est une espèce comme de boule, comme de demi-sphère avec... évidemment, on dit que star parce que la lumière fait une étoile sur le saphir. Donc on avait fait ça, personne n'avait pu faire ça. Et puis, comme c'est un milieu très 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 fermé, quand on est arrivé à Bangkok pour faire la suite, et notamment tout ce qui se passait en Thaïlande, où c'était l'extraction des saphirs, mais de façon beaucoup plus industrielle, et les saphirs thaïlandais sont de moins bonne qualité, ils avaient su qu'on avait fait tout ça, et donc ils nous ont montré quelque chose que le photographe du National Geographic, qui avait fait un truc sur le saphir, n'était jamais arrivé à obtenir. C'était la chauffe des saphirs. Parce qu'en fait, il y a une méthode un peu de tricherie qui permet d'augmenter le bleu du saphir en les chauffant. Donc les saphirs de mauvaise qualité ou de moins bonne qualité, on les chauffait, et du coup ça devenait des saphirs beaucoup plus beaux. Mais ça, personne ne s'en vantait. Et alors un matin, on faisait des photos, puis on avait demandé si on pouvait faire ce genre de trucs. Mais bon, manifestement, ça passait pas. Puis un matin, il y a une voiture qui vient nous chercher à l'hôtel. Il nous amène dans la banlieue de Bangkok, dans un endroit complètement perdu. Il y avait une grange, et là, on arrive, et les Chinois, parce que c'est les Chinois à Bangkok qui gèrent tout le marché des pierres précieuses, notamment du saphir, ils étaient là, et ils m'ont montré comment ils chauffaient les saphirs. J'ai pu faire les photos que le photographe du National Geographic n'avait jamais faites, et que personne, je pense, n'avait dû jamais faire. Ce qui fait, c'est que ce reportage a été doublement intéressant. D'abord, ça m'a guéri de ma phobie, parce que maintenant, il n'y a aucun problème pour aller dans les tunnels, même si je ne vois pas le bout. Je n'ai plus d'appréhension, même celui à Saint-Denis, là, qui nous permet d'arriver à la porte de la chapelle, où c'est tout le temps du bouchon, où là c'était un truc que je ne pouvais pas faire avant. Hein, me retrouver dans un bouchon, dans un tunnel, je mourrais. Là maintenant, il n'y a plus d'aucun problème. Et puis en plus, ce reportage, je l'ai vendu un peu dans le monde entier.
Du coup, après, on est rentré sur Paris, on est allé place Vendôme, on a fait encore des photos de justement de tous les grands bijoutiers et joailliers de la place Vendôme, et notamment cette photo qu'on voit là, ici, là, où on nous a étalé tout un tas de saphirs, parce qu'il faut savoir, contrairement à ce qu'on croit, c'est que les saphirs, c'est pas forcément de couleur bleue, il y en a des jaunes, des oranges, des roses, et tous les bleus possibles et inimaginables. Voilà un peu ce que j'ai fait. Et alors, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand on fait des photos, souvent, du coup, on sort de la réalité, on est dans un autre monde. Et ça m'a aidé parce qu'un jour, l'Express m'a demandé de faire un reportage sur un chirurgien qui était spécialiste des cancers de la gorge. Et je me rappelle, j'étais allé avec lui, j'étais allé faire donc ce reportage, et j'étais dans la salle d'opération avec eux, et il y avait un gars qui était opéré de la gorge, et il lui a ouvert la gorge comme ça, là. Et quand je regardais comme ça, j'ai failli tourner de l'œil, et dès que j'ai mis mon appareil pour le viseur, d'un coup tout allait bien, j'ai pu faire les photos sans avoir le moins de problème, alors que le journaliste qui était avec moi, il est tombé dans les pommes, on l'a ramassé, il est parti en dehors de la salle d'opération. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Alors, tout ça, simplement pour vous dire une chose, c'est que lorsque vous faites des reportages comme ça, si vous faites des reportages, il faut essayer d'aller au maximum, de faire le maximum de choses, parce que si vous montrez à la hauteur, c'est-à-dire si vous respectez les gens que vous photographiez, si vous êtes à la hauteur, notamment là par exemple de ce guide, si vous êtes après, vous allez voir, les gens ils vont vous respecter, ils vont vous montrer des choses que peut-être ils ne montreraient pas aux gens qui passent comme ça en 5 minutes. C'est comme quand on a fait la police scientifique avec toujours le même Emmanuel Transon. Il y avait des gars de VSD qui étaient venus, ils étaient restés une semaine, nous on est resté 1 an pour faire la police scientifique. Ce qui fait que là, au bout d'un moment, les policiers ils vous montrent des choses qu'ils ne montreraient pas à des gars qui font que passer. Et c'était pareil pour le saphir. On est resté très longtemps à Bangkok, on est resté vraiment avec eux, on faisait des bamboulas avec eux, on allait au resto avec eux, on faisait plein de choses. On allait voir leur famille, enfin bref. C'est pour ça qu'on est arrivé à faire la saga du saphir de façon vraiment très complète. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui de cette vidéo, ce qui m'a fait penser parce que j'ai pris un tunnel il n'y a pas longtemps, puis je me suis dit tiens, tout va bien là, donc j'ai envie de parler de ça et de cette pierre précieuse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'ai pas parlé de problèmes techniques, hein. Il n'y en a pas là, vous voyez, c'est un peu la démerde, c'est-à-dire le sac plastique qui entoure l'appareil photo. Évidemment, au moment des photos, j'ai enlevé du sac plastique, hein. Mais voilà, donc j'espère que vous allez bien, on se retrouvera bientôt dans une autre vidéo où je parlerai peut-être d'autres reportages que j'ai fait. A bientôt, portez-vous bien.